Et messieurs, bonsoir, il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. La marche silencieuse en l'honneur des Sénégalais disparus en mer durant leur tentative d'immigration. Le collectif 480 regrette la léthargie de l'État face à cette situation et réclame un débat national. À Richard Toll, ce sont des milliers de jeunes qui ont investi la rue. Ils exigent l'arrêt de l'importation du sucre qui, disent-ils, risque de les envoyer au chômage. L'intersyndicale des transporteurs routiers annonce une grève des routiers et camionneurs le 25 novembre prochain. Ils s'insurgent contre les tracasseries subies sur les routes. Le football ivoirien endeuillé par le décès de son président de la fédération, Augustin Sidi Diallo, était récemment hospitalisé après un diagnostic Covid-19. Au tournoi IFOA de Thiès, le Mali perd sur tapis vert après 8 jours testés positifs au coronavirus. Et puis on a invité dans ce journal, il s'agit de Jules Yabi, il est analyste politique et économiste. Il sera là pour aborder les enjeux de la présidentielle au Burkina Faso. Voilà le sommaire de ce 20h, tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Le collectif 480 dans la rue cet après-midi. Ses membres et sympathisants ont manifesté en l'honneur des Sénégalais décédés en mer lors de leur tentative d'immigration clandestine. Le collectif qui regrette la léthargie de l'État réclame un débat national sur la question. Compte rendu signé Pape Farani et Ababakar Kamara. Tous vêtus de noir, visages fermés pour rendre hommage aux nombreux jeunes disparus à la mer. Une marche silencieuse pour sensibiliser sur les dangers tous les candidats à l'immigration clandestine. Nous incliner d'abord devant la mémoire de ces disparus. Une pensée pour les 480 morts de l'immigration clandestine. Avec toute cette indifférence, nous avons jugé utile quand même de commémorer leur mémoire et d'appeler l'opinion publique et les décideurs à prendre en charge cette question qui est plus que préoccupante. Pour moi, c'est tout à fait normal que je vienne parce que j'habite un quartier. Le quartier qui m'a vu naître, en fait, a beaucoup de jeunes qui ont péri en mer. Et pour moi, aujourd'hui, en fait, marcher pour la mémoire de toutes ces personnes, de tous ces Sénégalais, est quelque chose de tout à fait normal, en fait. Ce n'est pas 480 morts, c'est faux. C'était à peu près 500 morts par semaine. Ça fait l'équivalent du bateau de Joola mensuellement. Et cela, aujourd'hui, se passe dans un pays qui est le nôtre. Ce sont nos enfants, ce sont nos petits frères, ce sont nos voisins, ce sont nos amis, ce sont nos concitoyens qui aujourd'hui sont en train d'être tués par ce régime. Le désespoir et l'échec d'une politique d'emploi sont les principaux motifs de cette vague de départ. Il y a une absence de politique d'emploi qui est criarde. Au lieu par exemple de maintenir les jeunes ici, eux, ils s'adonnent à des activités politiciennes. Am chance dem bitim réew Amérique def lu ëpp ñaar fukki at bii mooy ñetteelu yoon may ñibbi si sama réew lu ma dajale def ko fi ne damay jéem a investir pour que tey jii su ma ñibbisee sama réew ma mën a am dara lu may jàpp waaye ay nit yoo xam ne amuñu yërëmande moo tax tey jii nit yi sonn nekk dans le désespoir. Je rappelle aujourd'hui que le dernier acte posé par ce gouvernement, c'est le bradage de nos ressources halieutiques. Et si on n'avait pas posé cet acte, aujourd'hui la plupart de ces pêcheurs iront s'occuper de la pêche et non de convoyer des Sénégalais vers l'Europe. Les manifestants déplorent l'attitude des autorités étatiques face à ce fléau. S'il y a tous ces morts et que l'État semble ne pas être préoccupé, ou en tout cas on n'a rien vu venant de l'État en termes de compassion en fait par rapport à tous ces morts-là, mais au-delà de ça, que l'État s'interpelle par rapport à sa responsabilité dans tout ce qui arrive à cette jeunesse-là. C'est un message fort à l'endroit de l'opinion pour que la question soit prise très au sérieux et qu'on en fasse un débat national afin qu'une solution idoine soit trouvée. Après le deuil national, le collectif 480, à travers une marche silencieuse, a rendu un vibrant hommage à toutes les victimes de l'immigration clandestine.
Pape Farning, le collectif des copropriétaires des HLM Maris hausse le ton. Il exige de la part des autorités le respect du protocole d'accord signé entre le collectif et la SNHLM, le paiement immédiat des loyers, le paiement des indemnisations, entre autres revendications. Une rencontre s'est tenue ce samedi. Suivons là-dessus ce reportage signé Cheikh Diop et Diafaraba. De propriétaires à sans domicile fixe, disent-ils. Le collectif des copropriétaires des HLM Maristes est très remonté contre la SNHLM. Ils parlent de non-respect des engagements. Quand on est sorti, ils ont essayé de payer 1 an de loyer. C'est 1 an fini, ils ont arrêté. Ils ne payent plus. Et maintenant, le directeur de la SNHLM n'est plus en mesure de nous dire quand est-ce qu'ils vont reprendre les loyers et quand est-ce que un projet va démarrer sur ce site. Donc nous exigeons que nos loyers soient payés, nos arriérés de loyers soient payés, que nos indemnités soient données à date échue. Parce qu'il y avait des gens qui ont choisi, qui ne veulent plus rien faire avec la SNHLM, qui veulent récupérer leur argent et aller habiter ailleurs. Si certains exigent le paiement des loyers, d'autres les indemnités de logement, mais aussi la finition des travaux en respectant les mêmes superficies des appartements démolis. Ce qu'on a peur, c'est une perte de temps. Mais ce n'est pas une perte de nos biens. Parce que ces biens-là, personne ne peut les récupérer de nos mains. Parce que tout ce qui sera construit ici, sur le site, tout ce qui sera construit ici, on va directement habiter dans ces constructions. Quelle que soit la construction qui sera faite ici, ce sera pour nous. Parce que ce sera des constructions sur un domaine privé. Le notaire n'est pas épargné dans ce dossier. Moussa Fandia qui a son coût sur nos dossiers, il n'a qu'à enlever son coût de nos dossiers qu'on lui a déjà payé. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Il n'a qu'à enlever son coût et libérer nos papiers. C'est un notaire assermenté mais complice de la SNHLM. Une réaction très rapide des autorités est attendue. Mais en attendant, ils vont prendre leur mal en patience. Annoncé dans les titres de ce 20h, les travailleurs de la compagnie sucrière sénégalaise et des milliers de jeunes issus de la commune de Richard Toll ont battu le macadam ce matin pour exiger l'arrêt de l'importation du sucre qui risque de les envoyer à tous au chômage. On voit cela dans cette correspondance signée Ousseynou Diop et Habib Sek. Comme il l'avait annoncé la semaine dernière, les syndicats de la compagnie sucrière sénégalaise, regroupés au sein d'une intersyndicale, ont marché du stade municipal à l'hôtel de ville de Richard Toll pour protester contre les DIPA délivrés, selon eux, frauduleusement par le ministre du Commerce à des commerçants véreux. Les syndicalistes mettent en garde l'État sur les risques de fermeture de la CCS qui risquent d'impacter plus de 100 000 habitants du département de Dagana. On ne nous ôtera pas ce pain de la bouche. En tout cas, on ne le fera pas tant qu'on est vivant. Et nous sommes prêts à lutter jusqu'au dernier souffle pour protéger notre dignité et notre honneur d'humain tout court. Pour les gens qui ne sont pas des hommes justes et qui ne peuvent pas adhérer aux causes justes, d'enlever leur cagoule parce qu'ils sont démasqués avec leurs complices. Et nous exigeons que la justice soit faite pour la délivrance frauduleuse des DIPA. Et j'espère que nous serons écoutés, mais aussi et surtout entendus. Le directeur des ressources humaines de la boîte invite l'État à arrêter les détenteurs de DIPA frauduleuses pour les traduire en justice. Si l'État ne le fait pas, la CCS le fera, a fait savoir lui la mort. Quand un fonctionnaire n'est mu que par l'argent, il est prêt à faire tout pour l'argent, y compris tuer 8500 personnes, tuer une région. Nous poursuivrons ces faussaires en justice. Si l'État ne le fait pas, nous le ferons. Ils nous ont causé à nous tous un grand préjudice. Et cette marche sous ce soleil-là sera décomptée comme l'un des éléments du préjudice. Plusieurs centaines de personnes ont participé à cette marche grandiose qui a permis aux travailleurs de la CCS et aux populations de montrer toute leur détermination à barrer la route aux commerçants bénéficiaires des DIPA qui, selon les syndicalistes, ont introduit 150 000 tonnes de sucre dans le marché sénégalais. Ce 23 novembre marque la date de la commercialisation de la campagne de l'arachide. Le prix, vous le savez sans doute, fixé à 250 francs. La Sonacos a pris toutes les mesures nécessaires pour une bonne campagne sur le plan technique et financier. Modou Diagne Fada rassure les producteurs. Je vous propose de l'écouter avec Charles Diop et Ababacar Camara. Première fois,
le kilogramme d'arachide va être acheté auprès du paysan à 250 francs CFA. Bien entendu, cette mesure va enrichir le monde rural, va lutter contre la pauvreté dans le monde rural et va permettre aussi aux producteurs d'y trouver son compte. En ce qui nous concerne, nous, la Sonacos, nous avons déjà pris toutes les dispositions pour avoir le financement nécessaire à cette campagne. L'année dernière, nous avions mobilisé 45 millions d'euros. Avec le profil de la campagne de commercialisation de l'année dernière, en ce qui concerne les industriels, nous n'avons pas pu consommer tout ce montant. Donc, il reste aujourd'hui dans nos caisses à peu près 6 à 7 millions d'euros. Et dans les semaines ou jours à venir, nous attendons encore 20 millions d'euros. Donc, on peut considérer que d'ici le début du mois de décembre, nous allons pouvoir mobiliser 27 millions d'euros à peu près. Grève des routiers et camionneurs ce 25 novembre. Ils s'insurgent contre les tracasseries subies sur les routes. L'intersyndicale des transporteurs était à Thiès pour une campagne de sensibilisation. Vous avez suivi dans le journal en Wolof Gorahouma, le porte-parole interrogé par Cherante Diop et Seylatir. Le Sénégal enregistre 17 nouveaux cas positifs au coronavirus sur 978 tests réalisés, 11 cas contacts, 0 cas importés, 6 communautaires, 13 patients sont déclarés guéris, 2 cas graves en réanimation, aucun décès enregistré, 330 au total et 70 patients encore sous traitement. La situation difficile de certaines entreprises à cause de cette pandémie, certains d'entre eux ont d'ailleurs procédé à des licenciements suffisants pour provoquer la colère de certains syndicalistes malgré les mesures prises par l'État. On voit cela dans cet élément signé Mamadou Fall et Amadouba. Certains travailleurs vivent le stress et la psychose d'être renvoyés de leur entreprise. Dans ces temps qui courent, pour certaines structures, la crise économique est toujours mise en branle pour justifier leur forfaiture, selon le secrétaire général de la CNTFC authentique. muy ordonnance bu mu njëkk signé ci 2020 bi muy ci avril bi passé 2020 mu ne. La première ordonnance signée par le président Macky Sall est celle appuyant les chefs d'entreprise dans cette période de Covid, signée au mois d'avril. Le président a donné l'ordre aux entreprises de ne pas licencier. J'ai vu des patrons de presse qui ont reçu des fonds et qui l'ont fait. def am loo xam ne dund bi la am loo xam ne dañ ko jox entreprise yi. te am na chef d'entreprise yoo xam ne am nañ ca mais teewul dañoo dàq. Comme pour confirmer les dires de Bakhaw Diong, ces employés d'une société basée au Sénégal racontent leurs mésaventures. C'était Senta SA, Sénégal Tannerie, kilomètre Rufix, kilomètre 18, route de Rufix, qui ont dit licenciement et motif économique. Non, mais par rapport à nous, c'est un licenciement abusif. liggéeykat yooyu chef de famille lañu. Ces travailleurs sont des chefs de famille, ils ont en charge plusieurs personnes. Et le secteur le plus touché, c'est le tourisme. Il est le plus impacté, plusieurs travailleurs sont licenciés. lañ fa licencié mënuñu ko lim mënoo tax tey jii ni chiffre bii la chiffre boo wax rek am na bu ko ëpp. Des agissements qui ont hélas des conséquences malheureuses sur la vie des populations. On est 5 personnes qui vont faire partie de la liste de licenciement. Actuellement, on ne sait pas est-ce qu'ils sont vivants ou pas, ils sont dans les nerfs. Des gens licenciés ne veulent pas rester dans ce pays. Certains ont pris des pirogues pour rallier l'Espagne. L'État du Sénégal avait pris des dispositions afin d'alléger les entreprises et sécuriser les employés. Malgré cette attitude étatique, les entreprises procèdent à des licenciements non justifiés, selon certains syndicalistes, qui d'ailleurs promettent d'accompagner les travailleurs jusqu'à ce qu'ils obtiennent gain de cause.
Parlons à présent des problèmes d'eau au Sénégal. Le président de la Fédération sénégalaise des associations de consommateurs demande l'augmentation des camions à citernes qui assurent la distribution de l'eau dans les quartiers impactés par le déficit à Dakar. Dans une délégation amenée par le directeur général de la SONES, Imam Sarr, et des membres de la société civile, des représentants des délégués de quartier étaient à Keur Momarsart pour visiter les travaux de la 3e usine d'eau en construction dans la localité. Nous voyons cela dans cette correspondance signée Tchernofal. La délégation, composée d'associations de consommateurs, des membres de la société civile et des délégués de quartier de Dakar, a été conduite par le directeur général de la SONES à Keur Momarsart. Ils étaient venus pour visiter les travaux de la 3e usine de traitement d'eau en construction dans la localité. Nous pouvons dire que ce projet est en train de faire son dernier virage par rapport à Keur Momarsart. Il nous a été expliqué et que certainement, dans quelques temps, l'eau va sortir d'ici pour aller vers Dakar. Et que donc nous sommes très optimistes par rapport à cela. Le président de la Fédération sénégalaise des associations de consommateurs, qui a parlé au nom de la délégation, a également invité la SONES à revoir le système de distribution pour les populations des quartiers touchés par le déficit d'eau. Pendant ces mois, il y a des populations, des compatriotes qui vivent dans des conditions très difficiles. Et qu'il s'agit maintenant de voir comment faire pour revoir le système de distribution de l'eau à travers les citernes dont on parle. Et qu'il faut absolument qu'on puisse au moins multiplier par 2 le nombre de citernes en service. Et faire de telle sorte qu'on puisse démocratiser, quelque part, entre guillemets, démocratiser la distribution. Le directeur général de la SONES, quant à lui, tient à rassurer les populations sur l'état d'avancement des travaux. Et ce dernier virage, il faut bien le négocier par contre. C'est l'ultime étape. C'est le début des essais mécaniques. Et nous allons progresser jusqu'aux ouvrages de pompage d'eau traitée qui envoient l'eau à Dakar. Nous avons espoir que, avant la fin du premier trimestre, que les essais vont se terminer. Les travaux de construction de cette 3e usine à Keur Momarsart ont démarré il y a environ 2 ans. Aujourd'hui, plus de 500 ouvriers travaillent d'arrache-pied sur le chantier pour livrer les clés à temps. Keur Moussa, c'est dans le département de Thiès, un mois sans eau dans plusieurs villages de la commune. Le forage qui alimente les populations à l'arrêt, faute de non-paiement des factures d'eau. Les habitants des 9 villages impactés souffrent énormément. Une réunion d'urgence a été convoquée par les autorités locales pour trouver une solution. Cher Anta Diop. De Keur Moussa souffre d'un manque criant d'eau, le forage étant coupé, faute d'arriérés de factures. Lelo, Landou, Touli, Soumserer, entre autres villages, sont privés d'eau depuis un mois. Comme facture 2000 francs ou 2100 francs. Mais les populations refusent de payer leurs factures d'eau estimées à 3 millions de francs CFA. Parfois, c'est des factures de 2000 à 2500 francs. Vous imaginez, nous devons payer une dette de 9 millions de francs CFA à Sen'Eau. Les chefs de village, les jeunes ont tenu une réunion d'urgence avec le maire de Keur Moussa pour trouver des solutions. Au terme de la réunion, Momar Ciss, le maire, a assuré que ces problèmes seront bientôt de vieux souvenirs. On peut dire que quelques 9 villages sont desservis par le réseau. Depuis un mois, cette zone est déjà coupée à nous. Donc, on m'a saisi de ce dossier-là. J'ai pris moi-même mes propres initiatives d'y aller auprès des services techniques pour négocier le rétablissement de cette eau. Aujourd'hui, c'est une chose faite. Il y avait des arriérés de quelques 9 millions et quelques. J'ai accepté de payer. Le sous-préfet de Keur Moussa, le maire et les populations de la zone sud vont se réunir prochainement pour diagnostiquer les maux qui gangrènent la gestion du forage. Plus de 35 000 élèves sans pièces d'état civil au Sénégal. Le chiffre inquiète Amnesty International section Sénégal et l'organisation impute la responsabilité aux parents et à l'État. Ibrahim Diamé.
chiffres indiquent que le problème des pièces d'état civil est plus que jamais une réalité au Sénégal, en particulier chez les élèves. Amnesty International section Sénégal, attiré par ces milliers d'élèves qui sont toujours sans pièces d'état civil, a réuni tous les acteurs qui tournent autour de cette question en vue d'une solution. Alors, les statistiques ont montré qu'au Sénégal, plus de 35 000 enfants à l'école n'ont pas été déclarés. Et ça montre à quel point la situation est problématique. Et je pense que pour maintenant apporter tout simplement une réponse positive à ce problème, il fallait nécessairement s'entretenir avec les acteurs, mais aussi inviter l'État à davantage démultiplier les efforts qui puissent permettre véritablement de résoudre définitivement ce problème lié à l'état civil. Pour Amnesty International, les responsabilités d'une telle situation sont partagées entre l'État et les parents. C'est au niveau d'abord des parents qui sont les déclarants, qui doivent déclarer leur enfant à la naissance, qui malheureusement ne le font pas pour la plupart du temps. Ça, c'est un problème. Mais l'autre problème aussi, c'est au niveau des services d'état civil. Les services d'état civil au Sénégal, malheureusement, ne sont pas suffisamment outillés, aussi bien sur le plan matériel que sur le plan humain. Et ça aussi, que sur le plan humain, ça aussi, c'est un autre problème. Et nous pensons donc que l'État du Sénégal devrait faire des efforts en ce sens. Le problème d'accessibilité au centre d'état civil dans certaines localités est aussi une autre équation selon Amnesty qui demande à l'État de redoubler d'efforts dans ce sens en décentralisant davantage les centres d'état civil dans les coins les plus reculés. Puis en 32e bataillon au Vera Ourossogui, le ministre des Forces armées annonce le déploiement de 700 hommes pour renforcer la sécurité dans cette région frontalière. Matam Ali Bandelnian. La place d'armes de Ourossogui change de statut pour devenir le 32e bataillon. Une décision du président de la République, chef suprême des armées, qui rentre dans le cadre de la sécurisation des populations dans cette région frontalière. Le lancement des travaux a été présidé par le ministre des Forces armées, accompagné par Maître Malick Sall, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Le président de la République, Macky Sall, chef suprême des armées, a voulu que nos armées soient en capacité de répondre aux défis multiformes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Au regard de la situation sécuritaire, je pense que les populations ont compris les enjeux sécuritaires. Mais ce camp apportera plus que la sécurité parce qu'il va essentiellement apporter un boom économique, nous en sommes sûrs, c'est notre vœu le plus important, accompagné d'activités culturelles, sociales qui vont transformer Ourossogui, le cœur du Fouta, en une métropole économique qui va rayonner dans l'ensemble du département de Matam et au-delà. Je voudrais aussi lancer un appel pour que ceux qui seront là, les soldats du 32e bataillon, avec leurs commandants, de vivre en synergie avec les populations, dans une franche collaboration, et demander aux populations d'être à l'écoute des militaires, de travailler avec eux pour que la question sécuritaire devienne une question partagée par tous. Accueillis par le maire de Ourossogui, les autorités ministérielles en ont profité pour mettre à disposition de plus de 10 000 masques et des jeux de maillot offerts aux ASC de la ville. Pour sa première sortie depuis sa reconduction à la tête du ministère de la Justice, Maître Malick Sall a été accueilli comme un héros par des populations venues de l'intérieur de la région. En présence du chef d'état-major général des armées, les travaux lancés ce vendredi devront durer 2 mois avant l'arrivée des 700 hommes attendus à Ourossogui. Ali Bandelnian, la page Sport à présent avec le football ivoirien endeuillé. Le président de la fédération décédé ce samedi, Sidi Diallo, était âgé de 61 ans. Il avait été récemment testé positif au coronavirus. Le Mali a déclaré forfait perdant pour son entrée en lice face à la Guinée-Bissau dans le groupe B du tournoi UFOA U20 à Thiès avec 15 de ses membres positifs au Covid. Le Mali était donc dans l'incapacité de jouer cet après-midi. Nous restons dans ce tournoi avec l'équipe nationale du Sénégal qui est condamnée à battre la Gambie ce dimanche dans le groupe A. Les Lionceaux ont été tenus en échec lors de leur match d'ouverture par la Sierra Leone en but partout, en nul que le sélectionneur Youssoupha Dabo met sur le compte d'un manque de lucidité de ses joueurs. Nous le suivons au micro de Cher Saliboudia, au micro plutôt de nos confrères de la FSF. Mi-temps, je pense que on n'a pas trop osé, surtout sur les frappes lointaines, où on avait vraiment des opportunités de le faire. Sur le but, c'est ce qu'on a fait. On déclenche une frappe, après on suit le deuxième ballon. On aurait pu le faire en premier mi-temps, mais voilà,
Ils ont voulu, je pense, trop insister à rentrer dans la surface adverse, alors que quand on est en bloc bas, comme je l'ai dit, l'arme fatale, c'est les frappes de loin ou contourner le bloc. Maintenant, c'est des jeunes joueurs qui sont en formation. Il ne faut pas non plus exagérer sur certaines analyses. En deuxième mi-temps, forcément, on a dépensé beaucoup d'énergie. Donc, plus on est fatigué, moins on est concentré sur les gestes techniques. Donc, normal de retrouver beaucoup de déchets. Il faut se remobiliser, garder les choses positives, parce qu'il y en a eu quand même, et repartir pour bien aborder le deuxième match dimanche contre la Gambie. Voilà, je vais l'annoncer dans les titres de cette édition. On a invité dans ce journal, il s'agit de Jules Yabi, il est analyste politique et économiste. Il est là donc pour aborder les enjeux de la présidentielle burkinabé, les Burkinabés qui votent demain pour élire leur président de la République. Bonsoir, M. Yabi. Bonsoir. Voilà, en président sortant. Face à 12 candidats, peut-on parler de simple formalité pour Roch Marc Kaboré pour cette élection? Bonsoir à nouveau, merci de me recevoir. Je pense qu'on ne peut pas parler de formalité. Ce serait d'ailleurs un peu un manque de respect pour les électeurs burkinabés qui se mobilisent pour ces élections législatives couplées à l'élection présidentielle. Mais c'est clair qu'un président sortant au terme de son premier mandat est toujours un peu le favori. Et ça, c'est vrai un peu partout parce qu'un président sortant, il est déjà président, il a les moyens de l'État, il est connu, il n'a plus à montrer qu'il peut être président puisqu'il l'est déjà. Et en plus, il y a 12 autres candidats qui se présentent en face. Le chef de file officiel de l'opposition, Zéphirin Diabré. Mais c'est vrai qu'on peut le considérer que le président sortant est favori. Mais je crois qu'il faut souligner aussi, évidemment, la situation sécuritaire très dégradée. On va aborder cette question un peu plus tard. Mais quand même, un président sortant dans un pays quand même qui a été durement touché par l'épidémie du coronavirus, on se dit que l'économie quelque part marquée. Est-ce que des Burkinabés quand même ont envie de changer on ne peut pas le savoir comme ça avant le vote, mais quand même de ce que l'on entend dans la ville, le climat politique, est-ce qu'on sent quand même une réelle volonté de changement dans le pays? Oui, la volonté de changement, elle est présente au Burkina Faso, comme je dirais un peu partout, dans la région, sur le continent. On a un peu dans chacun de nos pays deux sociétés. Il y a un peu la partie un peu conservatrice, des gens plus âgés, des gens qui sont aussi dans les zones rurales, qui ont plutôt une tendance presque naturel au conservatisme sur le plan politique et à se dire il ne faut pas nécessairement changer tout le temps de chefs d'État. Et il y a les jeunes qui sont quand même majoritaires au Burkina Faso comme partout dans notre région, où une partie des jeunes considèrent que l'ensemble de la classe politique au Burkina Faso a montré un peu ses limites. Mais dans une certaine mesure, c'est peut-être aussi ce qui favorise le président sortant, parce que ses adversaires principaux ont aussi été associés à la gouvernance, notamment sous Blaise Compaoré, et donc ils ne représentent pas nécessairement une alternative jeune. Il y a quelques candidats jeunes, mais comme souvent, ils n'ont pas les moyens, disons, pour faire campagne, et évidemment les moyens financiers qui sont extrêmement importants dans une campagne électorale. Parmi ses adversaires, on peut citer Zéphirin Diabré, chef de file de l'opposition. Peut-il créer la surprise ? Je crois que ça va être difficile, mais à nouveau, moi je pense qu'il faut toujours laisser le soin aux électeurs de se prononcer, et qu'on ne peut jamais savoir à l'avance, même lorsqu'il y a des sondages. Parfois, on sait très bien que les sondages se trompent. Donc je crois qu'il faut respecter à nouveau le vote des électeurs burkinabés. Et c'est un pays où il y a du militantisme politique, c'est un pays où il y a une vraie campagne électorale, et je crois qu'il faut le souligner, vu ce qui s'est passé dans la région dernièrement dans au moins 2 pays, la Guinée et la Côte d'Ivoire. Il faut saluer le fait qu'au Burkina Faso, on a une vraie campagne électorale avec des propositions. Et je crois que Zéphirin Diabré, il a ses chances, mais à nouveau, il ne réussit pas nécessairement à incarner une alternative de rupture par rapport à Roch Marc Kaboré. Et justement, il y a aussi le candidat du CDP, le CDP qui est le parti du président Compaoré. Aujourd'hui, que représente-t-il vraiment sur l'échiquier politique ?
Le CDP, qui est représenté dans cette élection par Eddy Komboigo, est toujours un parti important au Burkina Faso. Alors évidemment, lorsque vous êtes au pouvoir pendant plusieurs décennies, vous avez toujours la capacité d'installer des antennes du parti un peu partout sur le territoire. Et vous avez aussi des moyens financiers qui n'ont pas été complètement neutralisés par la révolte populaire qui a fait partir Blaise Compaoré. Et je crois que ce que je trouve assez... pas surprenant, mais paradoxal dans cette campagne, c'est que on n'a plus vraiment beaucoup d'animosité à l'égard de Blaise Compaoré. On a même un peu une sorte de nostalgie dans une partie de la société à cause de la situation à nouveau sécuritaire qui est très dégradée. Certains ont tendance à penser que Blaise Compaoré, au moins, était capable de maintenir la paix et la sécurité. Mais je crois que c'est une lecture qui est assez réductrice. Et justement, vous l'évoquez, cette élection va se dérouler dans un climat d'insécurité. Le pays est souvent en proie à des attaques djihadistes. Est-ce que ça peut impacter quand même dans ce scrutin? Oui, je crois que le gros point noir de cette élection, c'est qu'elle se passe dans un climat de grande insécurité. Le Burkina Faso, en 3-4 ans, a connu une dégradation absolument brutale de la sécurité. C'est un pays qui, globalement, était plutôt un pays stable et préservé d'un niveau de violence élevé pendant longtemps. Et donc, aujourd'hui, on ne sait pas si les groupes armés, notamment dans le nord et l'est du pays, ne vont pas profiter quand même de cette période électorale pour essayer de se signaler à nouveau. Mais je crois que ce qui est intéressant, c'est que les acteurs politiques, pouvoir comme opposition, ont su s'entendre pour considérer qu'il ne fallait pas créer une crise politique en plus de la crise sécuritaire. Et c'est pour ça que l'élection a lieu, alors qu'on sait très bien que certaines parties du territoire et donc certains électeurs ne pourront pas voter. Justement, ça peut avoir une incidence sur le taux de participation. Oui, mais je crois que selon les dires de la Commission électorale indépendante du Burkina Faso, il y a seulement 10% du territoire qui sont un peu les zones rouges où il y aura vraiment quasiment pas de possibilité de voter. Donc en termes de population, c'est pas nécessairement une partie très importante de l'électorat qui sera privé de vote. Mais je pense que sur le plan politique et sur le plan symbolique, c'est quand même assez important parce que justement ces régions de l'Est et du Nord sont aussi celles qui sont les plus marginalisées et donc il sera important qu'après la gouvernance en tout cas essaye de rectifier les inégalités et de mettre vraiment l'accent pas simplement sur le volet sécuritaire, mais aussi sur le volet développement économique et social de ces régions. Alors, une toute dernière question en tant qu'observateur quand même. Est-ce que vous pensez que cette élection va se jouer en un seul tour? Je crois que c'est le pari du président sortant. Bon, c'est un peu la mode aujourd'hui de parler de coup KO. Je crois que c'est pas très bon pour nos démocraties d'avoir chaque fois envie de défaire les adversaires en montrant qu'on est le plus fort. Mais je crois qu'à nouveau, on peut pas l'exclure. On peut pas l'exclure. Mais il faut laisser les électeurs burkinabés choisir. Il peut y avoir une grande dispersion aussi de voix entre les candidats qui va rendre difficile au président sortant de réunir 50% dès le premier tour. Donc difficile de faire un pronostic. Et si jamais ça arrivait, est-ce que vous voyez cette opposition-là assez unie pour faire front derrière le candidat de l'opposition? Alors, il y a un accord politique qui a été signé par la plupart des leaders de l'opposition, enfin des leaders des candidats de l'opposition, pas tous, mais la plupart, pour dire au fond, on va soutenir le candidat de l'opposition qui va se qualifier pour le second tour. Mais on sait très bien que parfois, les accords préélectoraux ne tiennent pas sur la durée. Mais je crois qu'un second tour, en tout cas, pourrait mettre en difficulté le président sortant, ça c'est certain. Voilà. Merci M. Yabi, c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau de 20h. Merci à vous. Voilà, c'était tout pour ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information demain à 13h. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.